Martin Garagnon est donc porte-parole de la campagne des législatives de Renaissance et je lui demande d'abord de nous pardonner parce qu'il attend depuis quelques secondes et on va parler de cette élection de dimanche. Les uns et les autres, alors c'est difficile de dire les gens parce que c'est pas tous les gens, mais il y a beaucoup de gens qui sont choqués de ce qui s'est passé cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont simplement le sentiment qu'on détourne le vote des Français. L'esprit de la Ve République, c'est quoi ? C'est la formation qui gagne les législatives, qui gagne, gouverne. Et là, c'est les formations qui ont perdu les législatives pourraient se mettre les unes avec les autres en coalition et gouverner à la place de celle qui a gagné. Alors, on pourrait dire, et c'est une vérité, il y a 35% des gens qui vont voter pour le Rassemblement national et il y a 65% des gens qui n'en veulent pas. C'est cet argument-là qui prévaut. Ce n'est pas l'esprit de la Ve. Et non seulement c'est pas l'esprit de la Ve, mais j'ai l'impression que ça abîme la démocratie, que ça l'abîme comme en 2005. C'est qu'on dit aux gens, vous avez voté pour la droite et vous aurez un Premier ministre de gauche, et il me semble que les conséquences pour nous tous peuvent être redoutables. Qu'en pensez-vous ? Alors, ce ne sont pas les appareils qui vont voter dimanche soir, ce sont les Français. Dans 577 circonscriptions, un peu moins, puisqu'on a eu des élections dès le premier tour. Vous avez entendu le Rassemblement national qui a expliqué aux Français depuis maintenant quelques semaines qu'il posait des conditions à l'exercice du pouvoir et qu'il déclinait l'exercice du pouvoir s'il n'avait pas de majorité absolue. Donc lorsque vous dites c'est le parti qui arrive en tête qui doit gouverner, dont acte, mais encore faut-il que ce parti-là accepte d'exercer le pouvoir. Or, il se trouve que c'est le RN lui-même qui a expliqué aux Français que même s'ils arrivaient en tête dans le cadre d'une majorité relative, ils ne voulaient pas du pouvoir. Donc il faut aussi les mettre devant leurs responsabilités. À eux aussi de faire le choix qui leur revient. Parce qu'ils n'auraient pas de majorité à l'Assemblée, si tu n'as pas de majorité. Oui, mais ça c'est la décision des Français. C'est eux qui vont envoyer ou pas une majorité absolue du RN dimanche soir à l'Assemblée. J'entends bien, mais ça ne vient pas percuter ce que je vous disais. Le fait que le RN ne veuille pas du pouvoir, si le RN n'a pas la majorité absolue, n'entre pas dans le raisonnement que j'ai mis en place, c'est-à-dire que la coalition des gens qui finalement... Il n'y a pas de coalition, Monsieur Pro. À l'heure actuelle, nous, notre constat, il a été très clair depuis le début de la campagne. Alors, qui gouvernera ? Ça, c'est une question qu'il faudra se poser à 20h01 dimanche soir, lorsqu'on aura la composition de la nouvelle Assemblée. Et pour le moment, la décision est entre les mains de Renaissance, des Français. Vous êtes prête à l'idée de gouverner, par exemple, avec le PS, avec le PC, avec Europe Écologie Les Verts ? C'est ce que dit Marine Tondelier. On dit même que Marine Tondelier pourrait être Premier ministre, ce qui serait quand même invraisemblable. Après le vote des Français, entendons-nous bien. Moi, ce qui m'importe, c'est pas de gouverner. C'est de gouverner pour faire quoi ? On a été très clair sur notre analyse du programme proposé par le Front populaire, auquel appartient Marine Tondelier. Et d'ailleurs, une fois de plus, leur responsabilité de s'allier avec la France insoumise qu'on a toujours dénoncée et combattue. Ça, c'était leur choix. Personne ne les a obligés à retourner avec M. Mélenchon. Mais on a été très clair sur leur programme du Front populaire, le SMIC à 1 600 €, qui d'ailleurs est un programme qui est un copier-coller du programme de LFI de 2022. Comme on sait que leur accord s'est fait en 48 heures, évidemment, c'est pas en 48 heures qu'on établit un programme d'envergure et de cohérence. Donc ils ont repris l'essentiel du programme du Front populaire, qu'on a dénoncé, qu'on a combattu. Donc il est évident que jamais on ne va s'associer et s'allier avec des gens qui porterait ce programme-là. Donc, à l'heure actuelle, on n'en est pas du tout au stade d'une coalition, et encore moins pour appliquer un programme qui ne serait pas le nôtre. Une coalition, ça se prépare. Donc, je pense qu'il va falloir attendre. Bloqué. Non, parce que vous avez déjà une fois de plus, je sais que ça fait un peu langue de bois, mais attendons déjà de voir ce que les Français vont décider de faire dimanche soir. Parce que, à l'heure actuelle, ils peuvent aussi donner une majorité absolue au Rassemblement national. Qu'est-ce que vous souhaitez, les sondages. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Moi, ce que je souhaite, notre... Parce que comme Renaissance ne peut pas avoir une majorité absolue, qu'est-ce que vous souhaitez au fond ? Vous souhaitez que le RN n'ait pas une majorité absolue, ce qui permette une coalition, je ne sais pas comment elle tiendrait, ou au fond vous vous dites, le Rassemblement national a une majorité absolue et c'est l'esprit de la Ve, il gouverne et on verra ce qu'il est capable de faire. Mais nous ce qu'on souhaite évidemment, et c'est pour ça qu'on est en campagne jusqu'à ce soir encore 23h59, c'est d'avoir le maximum de nos candidats élus pour protéger les Français face aux écueils qui pourraient avoir lieu. Si jamais on avait effectivement une situation où un accord de gouvernement pouvait se dessiner avec un certain nombre de partis démocratiques et républicains. Vous voyez où je pose la ligne rouge. Ça les LR, pas tout le monde. Par exemple, pour vous, c'est démocratique et républicain ? Les LR, oui. Je pense que personne ne remet ça en question. Le PS aussi. Europe Écologie Les Verts ? Également.
Bon, bah, c'est tout le monde. En Le fait, Parti c'est tout le monde. communiste aussi. Non, Donc, parce c'est que tout le monde LFI sauf LFI. Bah, mais Donc c'est quand même vous pas êtes neutre. prêt. Alors, donc vous êtes C'est prêt bien à faire avec une eux. coalition Non, avec non, ces gens-là. Non, on n'est pas. C'est une fois de plus, ça c'est la responsabilité à la fois du parti qui arrivera, enfin des partis qui arriveront à l'Assemblée, et c'est aussi la question qui se posera, c'est de savoir une coalition, si tant est qu'il y ait ça dans l'esprit, mais pourquoi faire certainement pas pour impliquer un programme dénaturé. Il faut aussi qu'on respecte la parole des Français. Lorsque vous avez des Français qui ont voté pour le programme du Front Populaire et des Français qui ont voté pour notre programme à nous, mais il y a c'est quand ça même qui choque assez, les uns et les assez autres. peu de points communs. Quand j'entends Gabriel Attal qui restera dans l'histoire récente pour avoir imposé l'abaya, pour avoir retiré plus exactement l'abaya des écoles, interdit l'abaya, et que je le vois prêt à pactiser avec des gens qui ont lutté contre cette mesure, comme Jamais le Parti communiste. Jamais il ne pactisera avec des gens qui mettraient en danger la laïcité, qui reviendraient sur des engagements forts. Le Parti communiste ne souhaitait pas qu'on interdise l'abaya. Europe Écologie Les Verts non plus. Moi, je vous mets face à vos contradictions. C'est clair et net. On ne gouvernera pas en reniant des valeurs aussi fondamentales alors comment que vous les sujets faites comme la laïcité, comme l'autorité. On ne s'assurera jamais avec des partis qui insultent la police, qui prétextent que la police tue et qu'il y a du racisme mais systémique. Ça n'est pas acceptable parce que les Français n'en veulent pas. Il est 11h25, Monsieur Garagnon, je rappelle que vous êtes porte-parole de la campagne des législatives de Renaissance, on est sur Europe 1. Il y a quelque chose d'assez rare, Emmanuel Macron n'a pas parlé depuis lundi, quoi. Mais il n'a pas parlé de la semaine. Bon, c'est pas si fréquent. Et vous avez un rapport, un lien particulier avec Emmanuel Macron, parce que vous étiez au même lycée. Oui, c'est une histoire personnelle. Enfin, non, mais c'est très important. Ça remonte. Enfin, vous croisez dans votre jeunesse des personnes et puis quelques années après, c'est pas si fréquent d'être. Attendez, c'est pas si fréquent. Moi, j'étais avec aucun président de la République au lycée. Pardonnez-moi, quand même. C'est pas rien. Et peut-être que votre lien, est né là précisément parce que. Non, parce on a plus. Enfin, là, on rentre dans le personnel, mais moi, ça me dérange pas d'en parler. Mais je trouve que c'est important. On s'est connus, on s'est retrouvés par hasard en classe ensemble. Moi, j'avais 17 ans et le président en avait 18, donc ça remonte à quelques années. Ça m'intéresse parce que je veux dire, il y a tellement peu de gens. Après, on s'est retrouvés par hasard. Vous étiez dans la même classe ? Non, ça ne se voit pas, mais il a 1 an de plus que moi. Donc vous n'étiez pas dans la même classe ? Non, mais c'était un système de classe préparatoire où finalement on était vraiment en vase clos. On avait un bâtiment où on était en vase clos. Et comment il était, Emmanuel Macron ? Parce qu'il y a toujours une forme de secret chez lui, de mystère plus exactement. On se demande l'ado qu'il était. Il était très brillant dans la classe, il était bon camarade. Comment était-il ? Ça fait partie évidemment des élèves qui étaient très brillants, qui avaient une certaine aura. Il avait un côté assez solaire. Je vous le dis avec les souvenirs que j'en ai parce que ça remonte un petit peu. Et je crois qu'il a de moi un souvenir un peu rugueux parce qu'une de nos seules distractions à l'époque, on travaillait beaucoup, c'était de faire des foot en semaine, en après-midi. On le faisait une fois par semaine et on avait les plus jeunes contre les plus anciens. Et Emmanuel Macron jouait souvent attaquant et moi j'étais souvent défenseur et j'étais un peu un boucher. Donc je lui ai accroché le tibia à plusieurs reprises et je crois qu'il s'en souvient. Il ne devait pas aimer. Je pense qu'Emmanuel Macron... On s'en est reparlé avec beaucoup d'humour lorsqu'on s'est revus pour les campagnes et je lui ai rappelé que j'avais failli à plusieurs reprises lui arracher. Alors on partageait le même amour pour le maillot de l'OM. Moi je suis un Marseillais de cœur et Emmanuel Macron aussi. Mais il était à l'époque, à Marseille, les défenses étaient assez rugueuses. Il y a Carlos Moser, notamment. Et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le football, on n'est pas attaquant par hasard, on n'est pas gardien de but par hasard au football. Les gardiens de but sont souvent des psychologies particulières. On n'est pas défenseur central par hasard, on n'est pas numéro 10 par hasard. Vous pensez que ça en dit long sur la personnalité ? Le choix du poste ? Parce que ça peut être aussi une condition physique. Vous pouvez avoir des physiques qui conditionnent un peu aussi votre poste. Oui, mais être attaquant, c'est pas être défenseur. Deschamps, son caractère ressemble furieusement à la manière dont il jouait, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Et tous les joueurs que j'ai connus ressemblaient furieusement, leur personnalité ressemblait furieusement à ce que je voyais sur le terrain. Mais c'est tellement logique. Mais vous voyez, moi je suis un défenseur, donc je tiens la ligne. Emmanuel Macron était un attaquant, donc il va de l'avant et il marquait beaucoup de buts. Bon, il est 11h28, on va peut-être marquer une pause parce que je n'ai même pas salué notre petite troupe. Bonjour Pascal, on a encore une petite minute. Ah, vous avez encore une petite minute. Alors, je disais que le président de la République ne s'est pas exprimé, mais je voulais simplement savoir si vous l'aviez eu cette semaine au téléphone. Non. On a eu quelques échanges pour installer la campagne, mais vous savez, Emmanuel Macron, lorsqu'il s'exprime, on lui reproche. Quand il ne s'exprime pas, on s'en étonne.
Donc je crois qu'il laisse aussi le temps de la campagne qui se déroule avec des rebondissements, parce qu'on aura eu une campagne extrêmement courte, mais extrêmement dense. Pour le commentateur politique que vous êtes, c'est quelque chose d'assez inédit d'avoir vécu cette campagne-là. Je pense que tous les journalistes politiques le disent, l'expriment, c'est une espèce de condensé, de cristallisation de ce qui aurait pu se passer en plusieurs années, qui se réduit finalement en quelques semaines. Donc c'est assez passionnant à vivre. Une fois de plus, le seul point qui doit nous intéresser, c'est qu'est-ce qui va se passer au lendemain du second tour pour les Français, pas pour les uns et les autres. On n'est pas là pour parler des carrières des uns et des autres, on est là pour surtout voir ce qui attend les Français. Et nous, mais en même temps, forcément, l'aspect personnel, il compte beaucoup, et Emmanuel Macron a envie de prendre un peu d'oxygène, et c'est sans doute pour ça qu'il a mis en place ce qui est parfois mal perçu, comme magouillage et tripatouillage, et de ne pas écouter, c'est la conversation qu'on avait au départ, ne pas forcément écouter la voix des Français, en tout cas ne pas s'en remettre à la tradition de la Ve République, mais vous avez répondu à cette question. Il est 11h30, et là l'actualité, c'est le reproche que je fais à Emmanuel Macron. Je trouve que c'est pas... Non, mais je trouve que ça fait sens. Je vous assure, je trouve que ça fait sens. On lui reproche souvent de ne pas connaître les Français et d'avoir gâché l'été comme il l'a fait, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, le Tour de France, l'Euro, d'être si peu en empathie parfois avec les Français. Je trouve qu'il y a l'illustration avec cette dissolution. C'était pas le moment. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien faire ça en septembre ou en octobre. Et l'imposer aux Français à un moment où il y a deux moments sacrés dans l'année. Il y a Noël et il y a les vacances. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur sa psychologie. Peut-être suis-je trop sévère et peut-être avez-vous envie de le défendre, mais je trouve que ça en dit beaucoup de lui. C'est-à-dire qu'il voit le monde à travers lui. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi des gens. Parfois. Mais sur le timing de la dissolution, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, ça a été très largement commenté et dénoncé. Oui, mais pas de la manière dont je dis là. Mais vous avez un angle qui effectivement est très large, puisqu'il parle aux Français sur les événements sportifs, etc. Bon, jusqu'à maintenant, moi sur l'Euro, j'aimerais bien que notre équipe de France se réveille au niveau offensif, parce qu'on n'a pas vu des matchs très flamboyants. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est un moment de bonheur l'été. C'est une trêve l'été. On appelle ça la trêve estivale. Sur cette dissolution, on a suffisamment reproché au président de la République d'être sourd à l'expression d'une forme de colère populaire au moment de la réforme des retraites, au moment des émeutes suite à la mort de Naël, il y a un an, etc. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend acte des résultats qui sont un échec au moment le jour des élections européennes. Et le soir même, il décide de faire finalement ce qui est l'acte le plus démocratique et gaullien, de redonner la parole au peuple souverain. Il le fait immédiatement. Et on lui reproche de le faire. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si Emmanuel Macron avait enjambé l'expression des Français de leur mécontentement lors de ce vote des européennes et laissant entendre que peut-être il pouvait faire différemment, il changeait simplement. D'abord, il attend. Est-ce que vous pensez que ça aurait satisfait les Français d'avoir juste un remaniement ? Bon. Je ne suis pas sûr. Là, il a pris son risque, il a pris sa responsabilité. Jean-Luc Mélenchon, écoutons-le hier soir. Merci beaucoup, Émilie Dez. On se retrouvera évidemment à 12h. Jean-Luc Mélenchon, il était hier soir sur TF1 sur un gouvernement possible. Écoutons-le. Commençons par dire que la politique fiction est vraiment une calamité, parce que traiter cette hypothèse, c'est admettre l'idée qu'on a perdu. Mais nous n'avons pas perdu. Nous pouvons gagner, premièrement. Deuxièmement, les Insoumis, la réponse, il faut que vous l'entendiez clairement. Nous, je ne sais pas ce que feront les autres, mais je peux parler pour les Insoumis. Nous ne lâcherons rien. Nous n'irons dans un gouvernement que pour appliquer le programme, du PEUS, et les gens viendront de voter dessus. Donc, nous ne sommes pas vexés qu'on ne veuille pas de nous. Avec M. Macron, c'est plutôt le contraire. Deuxième extrait que je vous propose de Jean-Luc Mélenchon, c'est en cas d'impasse, que doit faire Emmanuel Macron ? Et je vais vous dire pourquoi M. Macron va accepter l'alliance de toutes les droites, parce qu'il y va de son siège. Si il n'y a pas de majorité, la solution pour sortir de l'impasse, c'est que lui s'en aille, ce qui est d'ailleurs assez normal, c'est lui qui est le responsable de la pagaille. À son départ, à sa démission. Mais je dis que ça sera, je vais vous dire, l'histoire a déjà donné un exemple. Alors, j'ai été le chercher loin, mais je l'ai trouvé. 1924, le cartel des gauches. Alexandre Mitterrand. Eh ben oui, mais c'était il y a un siècle. Hein. Oui, il y a un siècle. Mais les parlementaires qui étaient là n'étaient pas plus bêtes que vous ou moi. Hein. Bon, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rejeté tous les gouvernements jusqu'à ce que le président démissionne. Donc, il n'est pas vrai que le pays serait ingouvernable. Il ne l'est que si M. Macron décide qu'il doit le rester. Si on prend votre hypothèse, ce n'est pas la mienne. Moi, je me bats pour la majorité absolue. Et pardon, M. Boulot, de vous dire aussi aimablement que j'en suis capable, que c'est pas loyal de faire comme si nous avions perdu. Okay. Nous pouvons gagner. D'ailleurs, j'ajoute que Madame Le Pen aussi peut gagner, contrairement à ce qui se dit. Et il n'y a que deux options dans le pays. Il n'y en a pas trois.
Et puis, je voulais vous faire écouter également Manuel Bompard, qui est coordonnateur national de la France Insoumise. Il était hier soir sur Europe 1 et sur CNews. Et cette fois, il parle de la gestion du maintien de l'ordre. Mes propositions, elles sont très claires, elles sont dans le programme du Nouveau Front Populaire. Si demain il y a un gouvernement du Nouveau Front Populaire qui dirige le pays, la première chose qui va être faite, c'est de redéployer des effectifs de police de proximité. Okay. C'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Ensuite, j'assume tout à fait de dire que, en ce qui concerne la gestion du maintien de l'ordre, c'est-à-dire dans les manifestations, aujourd'hui, pour le maintien de l'ordre en France, on utilise des instruments, des armes, qui sont des armes qui sont dangereuses, qui ont conduit, par exemple, pendant la mobilisation des Gilets jaunes, à ce que des manifestants rentrent chez eux le soir avec un œil en moins ou avec une main en moins. Ils sont déjà plus utilisés en manifestation, mais vous voulez les interdire définitivement ? Il y a l'utilisation d'armes type LBD, par exemple. Et oui, j'assume de dire qu'on peut faire du maintien de l'ordre autrement. C'est ce que font d'ailleurs de nombreux pays en Europe. Ça se passe pas plus mal que ce qui se passe en France et ça évite de mettre en danger l'intégrité physique et la santé des manifestantes et des manifestants. Mais est-ce que ça irait au-delà le désarmement de la police ? Mais certainement pas. On parle précisément des manifestations. Ensuite, bien évidemment que personne, n'a l'intention, je sais pas, de désarmer la police antiterroriste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, mais là, on parle de la police du quotidien aussi. Mais moi, j'ai jamais dit ça. Quant aux polices municipales, c'est pas la loi qui décide de les armer ou pas, c'est les collectivités. C'est les collectivités. Voilà, effectivement, les propositions de Monsieur Bompard. Alors, vous le savez, régulièrement dans cette émission, les auditeurs peuvent interroger un des acteurs, qui est là, acteur politique en l'espèce ces derniers jours. Et puis, on a des auditeurs qui non seulement appellent au téléphone, mais viennent jusque dans notre studio. Et c'est le cas de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour à tous les auditeurs. Alors là, je vous ai en direct et je vous ai eu de nombreuses fois, puisque vous habitez Bourg-en-Bresse. Et au départ, je disais Bourg-en-Bresse, comme un Parisien que je suis. Et plusieurs fois, vous m'avez dit Bourg-en-Bresse. Voilà. Et comme chacun sait, la première fois, je retiens pas. La deuxième, ça commence à rentrer. Et la troisième, c'est fait. Je dirais 7-8, moi, quand même. Voilà, en l'occurrence, il est au moins passé 30 fois. Et au bout d'un moment, maintenant, je dis Bourg-en-Bresse. Exactement. Bravo. Bon, Cédric, vous êtes venu d'ailleurs avec votre épouse, votre compagne, que je salue. Est-ce qu'on peut rappeler ce que vous faites dans la vie professionnelle ? Alors, moi, je suis directeur de supermarché. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais. Ah, ça, c'est sympa comme job. C'est plutôt sympa, ouais. Ah oui, moi, j'adore. Ça me permet d'être ici aujourd'hui. Et il est grand, votre supermarché ? Non, c'est un petit supermarché. Il fait environ 1000 mètres carrés. Ah, mais moi, j'adore les supermarchés. Ça, c'est... Je sais pas si vous aimez vous balader dans les supermarchés, mais moi, j'adore ça. Et quand arrive l'été, j'adore aller dans les supermarchés parce que c'est là que j'ai un peu plus de temps. Mais d'ailleurs, les politiques devraient aller dans les supermarchés. Oui. C'est là où on voit toutes les couches de la population et qu'on peut, on peut mesurer le degré de confiance ou Je suis d'accord avec vous parce que c'est un véritable endroit où se mélangent vraiment tous les Français. Exactement. Les riches, les pauvres, et vraiment, il y a les jeunes, les vieux. Il n'y a pas plus tolérant qu'un supermarché, finalement. Exactement. Bon, politiquement, vous vous situez comment ? Moi, politiquement, je me situe... Alors, faut pas... attendez, parce que là, Olivier Guénec me dit pas de nom, attention. C'est Laurent Tessier qui donne les instructions. J'ai pas le droit de citer de circonscription. Et vous n'avez pas le droit non plus de dire pour qui il vote. Donc, je retire ma question, Laurent. Retirez. Si alors, je dois voter pour quelqu'un, je voterai pour mon chien. Voilà. Écoutez, ça, on était avec le monsieur de la SPA. Je l'adore. Mais non. C'est quoi votre chien ? C'est un c'est un chien croisé avec un gars de passage. On ne sait pas trop. Un gars de passage. On ne sait pas trop. Un petit chien. Non, c'est un petit chien, mais il est gentil, il est beau, il est magnifique. Bon, alors, monsieur, vous connaissez donc Martin Garagnon, qui est porte-parole de la campagne des législatives de Renaissance. Je disais tout à l'heure que moi, j'avais été un peu choqué, que les Français ont l'air un peu choqués. Il y a un côté magouillage et tripatouillage, mais je parlais au nom des auditeurs et finalement, c'est à vous que revient la parole. Mais justement, moi c'est la question que je me pose. Donc, effectivement, il y a un côté tripatouillage, magouillage, on déteste un tel et puis finalement, on le soutient, etc. Moi, ma question... On l'a senti venir quand même que ça allait pas. On l'a senti venir la poussée du Rassemblement national. On a senti venir la cohue que c'était avec la France insoumise. Tout ça, on l'a senti venir. Et aujourd'hui, on nous dit il faut voter pour un tel et pour un tel. Et si ça marche pas, on fera un gouvernement de coalition. On essaiera de prendre des idées à tout le monde. Pourquoi on a attendu ce chaos ? Et pourquoi cette décision, on l'a pas prise avant ? Je suis intervenu plusieurs fois à l'antenne où j'ai proposé à Pascal ce gouvernement et souvent il m'a répondu que c'était utopique. Et finalement, l'utopie aujourd'hui va peut-être se transformer en réalité. Mais aujourd'hui, on peut pas demander aux Français imposer un vote aux Français, ils votent en leur âme et conscience. Et aujourd'hui, moi je pense qu'Emmanuel Macron, il a raison, Pascal Praud, Emmanuel Macron, il a détruit l'été des Français. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'a pas écouté les Français. Moi, en tant que citoyen,
il m'a tué mon été, au fait. Il est où mon Tour de France? Il est où mon Euro? Elle est où ma flamme olympique? Il y a pas tout ça. Je veux dire, les européennes, c'est que les européennes. On nous rabâche sans arrêt que les européennes, a priori, c'est des élections secondaires, je cite. Il n'y avait pas d'intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale maintenant. Il n'y avait pas d'intérêt. Et si Emmanuel Macron avait écouté le peuple français, la proposition que vous faites aujourd'hui de faire un gouvernement de coalition, fallait la faire avant, pas maintenant. Bon, alors, c'est un directeur de supermarché qui est éditorialiste politique. Hein. Ils sont pas tous sur cette veine-là, manifestement. Non, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit, c'est très précis, et vous allez pouvoir répondre, parce qu'il est stoïque, il est sympathique, Monsieur Garagnon. Il se fait, je veux dire, aujourd'hui, il vient dans les studios, il en prend, pardonnez-moi l'expression, plein la figure. Non, déjà, il attend 20 minutes. Pardon, bon, il attend 20 minutes. Il en prend plein la figure. Il défend Emmanuel Macron, c'est quand même pas le plus simple aujourd'hui. Mais c'est un défenseur, il a dit tout à l'heure qu'il était bouché, hein, je vous le rappelle, sur un terrain de football. Donc il va répondre. Restez avec nous parce que Monsieur Gagnon, qui était bouché sur un terrain de football, va tacler Monsieur Cédric peut-être. Bon. Donc il vous posait la question, Monsieur Garagnon, que cette dissolution, alors vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais il y a un côté, c'est vrai, c'était pas le moment. Alors vous allez dire, quand le président a rendu la parole au peuple, c'est bien sûr. Vous avez vu le taux de participation du premier tour? C'est le plus haut taux de participation depuis presque 30 ans. Ça montre bien que les Français avaient beaucoup ce désir de s'exprimer politiquement. Et on a vu le taux de participation européenne, vous avez vu le taux de participation au premier tour des législatives. Oui, donc ça montre bien que c'était attendu par une grande majorité de Français. Si tu ne les écoutes pas, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'autre choix. En démocratie, il n'y a pas d'autre choix que d'écouter les Français. De réunir les perdants pour empêcher les gagnants de gouverner, ça me paraît pas les écouter. Alors, comme je le disais déjà tout à l'heure, on va déjà attendre dimanche soir de voir qui sont, comme vous le dites, les gagnants et les perdants de cette élection. S'il se trouve que les Français votent pour le Rassemblement national, ce qui était le cas, puisque le RN était en tête à l'issue du premier tour. Mais je vous rappelle une fois de plus que c'est le RN qui a posé des conditions pour accepter le pouvoir. Alors ils sont revenus un peu dessus. Oui, mais c'est un peu ce que je veux aussi dire, c'est-à-dire que le RN revient un peu dessus sur beaucoup de choses, sur leurs conditions pour exercer le pouvoir, sur le programme qu'ils proposent aux Français. Sur Emmanuel Macron, je viens comprendre toutes les déclarations d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Là, on parle du RN qui devrait prendre le pouvoir d'après vous, si j'entends les propos de Cédric. Mais le RN, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes capable de me dire quel est le programme économique qu'il propose? C'est le programme d'hier, c'est le programme d'aujourd'hui, c'est le programme de demain. Ils sont revenus sur quand même beaucoup de choses. C'est quoi leur alliance avec les LR de Ciotti, qui, sur les retraites notamment, ils proposent quoi concrètement? Moi, je suis incapable de le savoir. Vous savez ce qu'ils sont aujourd'hui, les RN? Et je l'avais dit à Jordan Bardella à l'antenne, donc je peux vous le dire ici, ils sont macronistes. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent quasiment sur le plan économique, c'est quasiment la ligne d'Emmanuel Macron. Je lui ai posé les questions. La fiscalité, il touche rien. Les entreprises, ils touchent rien. La seule chose qu'ils vont faire, c'est d'essayer de dégager du pouvoir d'achat pour les classes les plus défavorisées, notamment avec d'abaisser la TVA. Mais à l'arrivée, ça devient un programme macroniste. En revanche, sur le régalien, ils sont très différents d'Emmanuel Macron. Mais sur le régalien, tout à l'heure, vous passiez des extraits sonores de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs, entre parenthèses, pour quelqu'un qui n'est candidat à rien, il s'exprime beaucoup, et de Manuel Bompard. Mais quand on entend les propos de M. Bompard sur la police, vous comprenez bien à quel point il ne sera jamais question d'une coalition, d'une alliance ou de quoi que ce soit avec ces personnes de la LFI. Quand ils vous expliquent qu'ils sont pour la police alors qu'ils ont passé leur temps à expliquer qu'il fallait désarmer la police, leur donner des lance-pierres et des pistolets à eau quand vous avez des gamins de 16 ans dans les rues qui se baladent avec des kalachnikovs. Enfin, on marche sur la tête. Et là, je prends les propos les plus soft de la France insoumise sur la police, parce que dans les manifestations, c'est plutôt la police tue, la police est raciste, enfin, tout ce qu'on peut entendre. Et ils défilent avec leur écharpe de députés sous ces bannières-là. Donc, vous comprenez bien que jamais on ne s'entendra sur ces sujets-là avec des gens comme ça. Monsieur Garagnon, vous êtes porte-parole de la campagne des législatives Renaissance. Vous étiez au début du mouvement, sans doute en 2017 avec Emmanuel Macron. Non, moi je fais partie des gens. Il m'est arrivé un truc très bizarre qui arrive à beaucoup de Français. J'ai eu 40 ans et lorsque j'ai eu 40 ans, je me suis posé un peu des questions sur ce que j'avais fait dans ma vie, ce que j'avais envie de faire un peu. Et j'avais la case politique que j'avais pas cochée. Donc je me suis dit tiens, j'ai envie de m'engager. J'ai regardé l'offre politique, voir ce qui me correspondait en termes de valeurs, etc. Et puis j'ai décidé vous êtes de 76 78. 78, oui. Et président de 77. Et 77, donc vous avez eu 40 ans, donc c'était en 2018. Oui, et donc en 2019, je me suis engagé à En Marche, à l'époque, la République En Marche. Vous êtes quand même un peu déçu. Temps de parole,
C'est fini. Ah, c'est. Ça fait pas plus. Non, mais on va pas victime de ça. Nous respectons les porte-parole de la République. Monsieur Garagnon. C'était Monsieur Garagnon. On peut l'applaudir. On l'a jamais fait. On est chez les fous. Non, mais. Tu l'as dit dans Parler Perso. C'est fini. Vous dites au revoir simplement. Éteignez votre micro, monsieur. Au revoir, monsieur Garde. Non, mais on pourrait faire venir 2 officiers de sécurité qui prendraient. Vous savez, c'est comme dans les. On a vu ces scènes-là, parfois dans les régimes très autoritaires. Ah oui, c'est génial. Oui. Tu as ça, je crois, en Corée du Nord. Ah non. T'as un ministre qui est là, et puis tout d'un coup, t'as 2 officiers qui arrivent, et puis le ministre était tranquillement en train d'écouter le chef, et puis le ministre est enlevé par ces 2 personnels de la sécurité, puis il se fait manger par des chiens après, ou que sais-je. À ce point-là vous êtes sûr de la fin de l'histoire, là Mangé par les chiens Je vais vérifier. En Corée du Nord, alors, il y avait plein de fake news qui couraient, et notamment celle-là qui était horrible, mais c'était une fake news, c'est qu'un des ministres importants aurait été... il te lance 50 chiens sur toi, des chiens affamés pendant 3 jours. Non, mais arrêtez. Non, j'ai envie de rigoler. Non, mais vous dites un truc horrible, mais c'était une fake news. Ah oui, mais d'accord. c'était quelque chose qui a existé sur la Corée du Nord. On imaginait qu'un des ministres importants avait été mangé par des chiens, ce qui est jamais très agréable, et surtout des chiens à qui tu n'avais pas donné à manger pendant 3-4 jours. Il se disait aussi qu'il testait des missiles. C'était pas des cavaliers King Charles, c'était des bons gros Doberman. Des chiens de chez chien, comme disent les jeunes. Donc, mais c'était, je le répète, une fake news. Oui, d'accord, j'ai eu peur. Bah oui. Bon, merci Monsieur Garagnon. Bon courage à vous, Monsieur Garagnon. Ça fait 2 fois mais il s'est fait virer, pardon, mais c'est honteux ici, les manières traitées. C'est la règle. Excusez-nous, hein. Ah oui. Duralex, Sedlex. Qu'est-ce que c'est ça encore? Duralex, Sedlex. Oui, j'ai compris, mais c'est-à-dire plus dur est la loi, lex legis. Vous n'avez pas fait de latin? Non, mais allez-y. Lex legis. Oui. On disait toujours lex, et puis en génitif, ce que ça faisait. Lex legis, duralex, sed, mais lex. Dur est la loi, mais c'est la loi. Duralex, Sedlex. Oh là, je vais la retenir. J'ai parlé couramment latin jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Chez moi, on parlait que latin. Ou araméen. C'était les 2 langues qui étaient officielles dans ma maison. Et à partir de 13-14 ans, j'ai appris le français. Vous êtes mis à l'anglais. Voilà. Puis l'anglais, vous êtes aussi performant. Oui, bien sûr. Et comme vous le savez, le latin est une langue morte. Oui. C'est-à-dire ça veut dire que personne ne la parle. C'est une langue vivante. Comme la culture d'Olivier, si vous trouvez des gens qui parlent latin dans la rue ou dans une ville, vous nous prévenez. C'est-à-dire qu'il dit... Où est-ce qu'on parle le latin? En Latini. Je suis allé en Latini, tout le monde parlait latin. Non, mais si les gens parlent latin encore un petit peu, éventuellement à la messe. Mais on parle... Il y a les langues vivantes et les langues mortes. Donc on a parlé latin jadis, mais il n'y a plus un pays, un endroit au monde où les gens parlent latin. Sauf entre 11h et 13h quand même. Hein, oui. C'était drôlement bien le latin, parce que ce qui était bien au-delà de l'étymologie qu'on apprenait, c'était les versions latines, l'histoire latine, la culture latine. Et on apprenait par exemple les empereurs romains. Bon, je crois qu'il y a eu 42 empereurs romains. Quel est le point commun des 42 empereurs romains? Quel est le point? Non, là. Ah bah oui, non mais non. Aucun n'est mort dans son lit. Ils ont tous été assassinés. Non. Bah bien sûr. Oh là là. Bah oui. Et vous savez ce que faisait un empereur romain? La première chose qu'il faisait quand il prenait le pouvoir? Allez-y. Il tuait toute sa famille. C'était la première chose qu'il faisait. Comme ça, il était tranquille. Personne ne pouvait venir piquer sa place. Oui. Je crois que c'est 41 ou 42 empereurs romains. Ah bah oui. Vous auriez bien aimé être empereur romain? Alors si vous voulez dire que je suis un tyran ou un dictateur aux gens qui nous écoutent et faire passer cette idée, je vous remercie. Mais non, j'ai pas le goût du commandement. Mais non, pas du tout. Les gens qui sont nés sous le signe de la Vierge, ils ont 2 caractéristiques. Ils n'aiment pas commander, ils n'aiment pas être commandés. Et vous êtes, oui, d'accord. Ils sont chiants, en fait. Ils sont juste chiants. Mais non, vous êtes quel signe, monsieur Cédric? Moi, je suis Gémeaux. Moi, je suis Gémeaux. Voilà. Lui, vous êtes chef. Tout à fait. Un supermarché, c'est vous qui êtes chef. Voilà. C'est vrai. Bon, vous avez sans doute un caractère de chef. Non, je suis plutôt cool, moi. J'ai un caractère humain. Oui, on n'a pas. Je ne doute pas que vous n'avez pas un caractère navigateur. Non, mais si vous voulez, on a tous des caractères humains, a priori. Mais si vous dirigez un supermarché, c'est que vous avez une tendance à être chef, forcément, à diriger. Il y a combien de personnes dans votre supermarché? On n'est pas beaucoup, on est une quinzaine, je crois. C'est beaucoup de manager 15 personnes. Oh, ça va. Bah quand même. Mais comment on peut savoir si on peut être chef? C'était que des Monsieur Boubouk, effectivement, c'est compliqué. Non, mais Monsieur Boubouk est bon. Et alors, dans notre métier, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont
qui ont cette personnalité-là, qui sont plutôt souvent des solistes, qui n'aiment pas être commandés, et qui n'aiment pas non plus forcément commander, comme on dit, qui n'ont pas une âme de chef. Voilà. Alors là, vous êtes un loup solitaire, vous. Mais pas un loup, je suis un chef de la pub, là. Monsieur Laffitte, qu'est-ce qui se passe, monsieur Laffitte? Écoutez, ça va être justement l'heure de la pub. Bon, et alors, l'épouse de monsieur Cédric, qui est en régie avec vous. Elle filme. On se croirait à l'école des fans. Delphine? Non, elle nous filme. Elle s'appelle Delphine. Elle s'appelle Fanny. Fanny, oh Fanny, c'est un joli prénom, Fanny. Fanny, César et Marius, comme vous le savez. Oh non, mais arrêtez, là, ça fait trop, là. Non, il s'appelle Manon. Oh Manon, Manon, je t'aime. Je t'aime mon amour, Manon. Oui, vous la faites à chaque fois. Envoyez cette c'est un très pub. joli prénom, Manon. Ouais, oui. Bon, allez, 11h58. Parce Non, mais là, Fabrice, il déconne. Autrement, il va nous faire une nervous... Oui, pas le vendredi quand même. Nervous breakdown. Une nervous breakdown. Vous avez vu qu'il a piqué. Vous avez vu qu'il est monté à la terrasse et il s'est fait plaisir, hein. Oui, tout à l'heure. Oui. Non, mais propos de repas. Mais il en a Vous avez rien ramené mis d'ailleurs. dans ses chaussettes pour cette nuit. Oui, j'ai ramené un saucisson. Il a mis des macarons, des saucissons dans ses chaussettes. Et dans ses poches, il a pris des bananes, je l'ai vu, des trucs. Non, mais il est fou. Ah, il a tout rasé, parce que lui, c'est vraiment. C'est un des frères Raptou. Je veux dire, c'est Ramastou. Son surnom, c'est Ramastou. Bon, on veut la pub, elle vient, s'il vous plaît. 11h.